Salut la compagnie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de méthanisation parce que je suis avec Sébastien. Salut Sébastien, ça va? Bonjour, ça va impeccable, merci. Bon, j'ai eu l'occasion de visiter une méta il n'y a pas longtemps. Je commence à m'y intéresser. Je me dis comment un agriculteur arrive à faire le pas, comment ça se passe pour la mise en place d'une méta et puis comment on se fait accompagner là-dessus. Dis-moi un petit peu, présente ta ferme, c'est quoi? Moi, ma ferme aujourd'hui, c'est une exploitation familiale où on est 4 associés et un salarié, ou sur 450 hectares. 300 mères vaches, limousines inscrites. Il y a 700 animaux en permanence sur l'exploitation. D'accord. Donc voilà, c'est spécialisé dans l'élevage bovin limousin, sélectionné et vente de reproducteurs en France, mais beaucoup à l'étranger. Et donc du coup, c'est par cette activité-là où j'ai vendu beaucoup de reproducteurs à l'étranger. Ça te fait voyager alors? Ça m'a fait voyager et ça m'a fait découvrir la méthanisation dans d'autres pays. D'accord. Et c'est ça qui a fait le déclic en disant pourquoi pas moi? Et c'est ça qui a fait le déclic parce que je voyais, j'ai vu beaucoup en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, des méthaniseurs qui fonctionnaient essentiellement à partir d'effluents d'élevage. D'accord, parce que c'est pas toujours le cas, parfois c'est du végétal. Toi, c'est ton idée, autonomie aussi? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc aujourd'hui, la mienne, mon unité qui est en fonctionnement maintenant depuis 2 ans, fonctionne sur l'année avec 75% d'intrants issus des déjections animales, fumier, lisier, principalement. Et moi, dans la démarche et dans l'éthique, de pouvoir dire qu'on fait aujourd'hui une énergie verte à partir des flux en élevage, pour moi, c'est plus que vertueux. Et ce qui est très important, c'est que sans rien changer au fonctionnement de mon exploitation, puisque je n'ai pas adapté la ferme à la méthanisation, mais j'ai adapté ma méthanisation à ma ferme. D'accord, ta réflexion, elle est bien dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Et sans rien changer à mon exploitation agricole et à ma façon de travailler et d'exploiter ma ferme, j'ai amené un complément avec la méthanisation. D'accord. Pour toi, l'idée, c'est de boucler la boucle au niveau environnemental, au niveau économique? Tout à fait. C'était avant tout environnemental, pour moi, c'est très important. Et bien sûr, après, il y a un aspect économique parce qu'il y a un investissement qui est fort, donc il y a un enjeu économique qui est important. On ne peut pas le négliger, quoi. Ça, vous l'avez décidé, j'allais dire, avec tes associés, vous avez réfléchi, ça a pris combien de temps? Alors, mes premières visites datent de 2009. D'accord, donc c'est pas tout récent. Et donc, on a lancé... Après, j'ai visité beaucoup de méthanisation en France et beaucoup en Europe. Avant de me positionner, j'ai voulu m'assurer du bon fonctionnement et la possibilité de fonctionnement dans cette configuration-là. Et donc, j'ai visité 35 méthanisations avant de lancer mon étude et mon projet. C'était posé, c'était en tout cas réfléchi. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir de 2017, j'ai lancé toutes les démarches officielles pour développer le projet. D'accord. Et qui est aujourd'hui en fonctionnement. L'idée, c'était de dire, à l'époque 2009, c'était de la cogénération. Tu es passé en injection, j'imagine? C'est ça. Alors, c'était cogénération au départ, mais mon idée de base, au tout début, c'était de pouvoir faire de l'injection. Après, la taille de l'exploitation en 2009 ne correspondait pas vraiment à la taille de l'exploitation aujourd'hui. Elle était 2 fois moins importante. Donc, je savais très bien que je ne pouvais pas développer l'injection à ce moment-là. Mais vraiment, quand on a étudié le projet en 2017, je dis là, par contre, je veux faire de l'injection. Après, donc... moi, je suis dans un endroit magnifique, perdu dans la campagne. Mais un peu trop perdu? Mais peut-être un peu trop perdu par rapport aux grands axes, aux grandes villes. Et donc, du coup, pour réaliser le projet, voilà, on a attendu 1 an de plus avec toutes les démarches qu'on doit faire, puisqu'on a créé un réseau de 30 km. D'accord. Si on dit injection, on dit GRDF, parce que voilà, c'est avec eux que ça se pratique. Au niveau du fonctionnement, maintenant que tu as 2 ans de recul, tu es content de ta méthanisation? Alors moi je ne regrette rien du tout, bien au contraire. D'accord. Et je pense que ce modèle-là qui est simple finalement, à l'exploitation. À l'exploitation, ce modèle-là qui est simple peut être appliqué sur beaucoup d'exploitations. Alors après, moi j'ai été très bien accompagné par chez GRDF. Parce qu'on a des démarches administratives qui sont lourdes, c'est normal, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur de qualité chez GRDF en la personne de Daniel Méry, et qui m'a accompagné tout au long de l'étude du projet, de l'étude de faisabilité jusqu'à la réalisation du gazoduc, mais bien au-delà, puisqu'il m'accompagne aujourd'hui et il s'informe du bon fonctionnement de l'unité, il prend des nouvelles régulièrement, et s'il y a un besoin, s'il y en a des doutes ou des questions, il est là. Et pour moi, je pense que l'accompagnement GRDF est très professionnel et
Et pour rassurer, bien sûr. J'imagine que ça doit être quand même un peu flippant de partir dans un système qui est quand même de grande dimension, qu'on ne connaît pas forcément. Alors tu me dis, tu as visité suffisamment de méta pour bien te caler. Voilà, les points essentiels, toi tu dirais à un agriculteur qui doit se lancer, à quoi il faut faire attention? Aller en voir beaucoup, j'imagine? Ça, c'est la première chose, parce que je ne sais pas le nombre aujourd'hui qu'il y a de méthanisation créée en France. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, elles sont toutes différentes. Et on doit vraiment créer son unité de méthanisation en fonction de son exploitation. Puisqu'on a tous des gisements différents, les intrants sont différents. On a un mode de fonctionnement qui peut être différent d'une ferme à l'autre. Et pour moi, bien sûr, la réalisation, elle est construite avec des topographies différentes. Donc on doit vraiment adapter la méthanisation en fonction de sa adaptation à sa propre exploitation. C'est ça. J'imagine aussi que ça permet aussi de discuter avec les autres agriculteurs en disant tiens, l'installation, le constructeur, comment ça s'est passé. Alors on doit en tenir compte aussi, mais c'est plus dans un deuxième temps, parce que je pense que le choix du constructeur, il va pour moi en fonction de la nature des intrants que l'on a sur l'exploitation. L'alimentation aujourd'hui, moi, elle est composée donc en période estivale, en période hivernale, pardon, à 95% des fluents d'élevage, entre le fumier et les lisiers. Après, je mets un peu moins forcément de fumier en période estivale puisque les animaux sont en extérieur. Mais je veux dire par là que mon unité fonctionne sur l'année à plus de 75% des fluents d'élevage. Et il est vrai que dans certaines autres unités, c'est peut-être plus avec des cultures intermédiaires à valeur énergétique qu'avec des effluents d'élevage. Et donc le choix du process peut être un peu différent. Voilà, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a 3 points, quoi. Il y a la partie process au départ, en fonction de chaque exploitation. Il y a la partie épuration, où là, voilà, chacun peut choisir aussi les différentes techniques d'épuration qu'il peut y avoir. Il y a des entreprises françaises très compétentes aujourd'hui, qui sont même à la pointe de ce qu'on peut faire en mode épuration. D'accord. Et après, bien sûr, il y a GRDF derrière, où voilà, alors, tout n'est pas parfait partout, on est d'accord, mais ce qui est très important, c'est d'être bien accompagné. D'accord. Et moi aujourd'hui, si je dois, voilà, sur l'ensemble des intervenants, je place GRDF en très très bonne position. Ok, on paye une redevance, on paye une prestation tous les ans, mais le retour il est là. D'accord. Et les gens sont très sérieux et très efficaces. Bon alors, s'ils sont très sérieux et très efficaces, moi je vais essayer d'en voir un. C'est comment ton conseiller, toi? Moi c'est Daniel Méry. Daniel, je vais essayer de voir si Daniel est là pour lui poser quelques questions aussi parce que je pense que c'est intéressant. Oui. Écoute, merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Et puis moi je vais continuer mon petit tour pour en savoir plus sur la méta. Merci. Avec plaisir, merci. Voilà, alors c'est bon, j'ai trouvé Daniel, il est juste à côté. Dis-moi, moi je suis agriculteur, je veux installer une méthanisation. Comment vous, GRDF, j'ai bien compris avec Sébastien que vous accompagnez aussi. C'est quoi vos services d'accompagnement et comment ça se passe? Déjà à l'installation, on va dire. Alors, en fait, c'est simple. Quand le projet mûrit dans la tête de l'agriculteur, la question se pose de dire est-ce que je peux raccorder mon projet au réseau? Est-ce que je peux injecter? Et combien ça va me coûter? D'accord. Donc les deux paramètres, c'est combien je peux injecter et combien ça va me coûter. J'imagine que ça dépend de la situation par rapport à vos tuyaux, entre guillemets. Exactement. Donc la qualité des réseaux, la capacité, je dirais, d'injection et la distance. Donc en première approche, on fait ce qu'on appelle une analyse préliminaire, c'est gratuit. Et donc on va définir des grandes lignes, c'est pas contractuel, mais on définit les grandes lignes, combien tu vas pouvoir injecter et quel coût ça va te générer. D'accord. Donc ça veut dire qu'un agriculteur qui commence son projet, qui a déjà bien réfléchi, va pouvoir venir vous voir en disant… En première approche, il réfléchit à peine, il dit tiens, j'ai entendu parler de la méthanisation, c'est quoi la méthanisation? Donc on peut aussi le renseigner sur le fait, c'est quoi la méthanisation? Et si je fais un projet, faut que je vais plutôt injecter que de faire de l'électricité. Aujourd'hui, tout ce qui est aide des pouvoirs publics oriente les projets vers l'injection. Parce qu'en termes d'efficience, on est au top, quoi. Et on est, on va dire, à quasiment 100%. Et puis l'électricité, on sait le faire avec de l'éolien, du photovoltaïque. Et donc voilà, c'est complémentaire. C'est une énergie stockable, donc ça c'est important. Donc il vient vers nous et nous, on débroussaille un petit peu le sujet. Donc cette analyse, elle est gratuite. On va lui dire, voilà, vous êtes à temps du réseau, vous pouvez injecter 100, 200 normaux. Et le coût va être approximativement de 200, 300, 400 000 euros. Donc on lui donne une première ébauche. Donc ça dépend de la situation, de la distance, du bassin de consommation proche et de la taille du tuyau. Contexte géographique, exactement, donc des réseaux et de l'appositionnement du projet. D'accord. Là on a un prix, on a une possibilité déjà. Oui, non, quel prix? Et après on engage quoi alors? Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on essaie de conseiller. Alors on fait toujours
le projet au cœur du gisement. D'accord. Vaut mieux tirer du tuyau que déplacer de la matière pendant 15 ans. Donc ça c'est important aussi. Donc je ne sais pas si Sébastien vous l'a dit, mais ça c'est important. Donc on peut aider aussi au positionnement. Donc en général on fait ça sur des terres agricoles parce qu'on peut construire une installation sur des sites agricoles. Et on va éviter d'aller polluer une ville. Exactement. Et donc entre-temps, on va proposer aussi à l'agriculteur de l'accompagner sur des visites de sites. C'est-à-dire qu'il faut qu'il visite au moins 10 sites, 15 sites, 20 sites. C'est-à-dire qu'il s'approprie les techniques, les technologies, les fournisseurs. Aujourd'hui, c'est une filière qui est mature, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs qui savent répondre et quand on ouvre la vanne, ça fonctionne. Donc il faut qu'ils fassent le tour. Donc aujourd'hui, nous, on a, par exemple, sur Nouvelle-Aquitaine, on doit avoir, et Occitanie, sur le sud-est de la France, une quarantaine de visites qui sont prévues tous les ans avec des méthaniseurs. On ouvre les portes. Quand les agriculteurs veulent venir, ils viennent, ils visitent et ils discutent avec les agriculteurs. C'est ce que Sébastien nous disait, il dit, moi j'ai été en voir, je ne sais plus, 35, c'est énorme. C'est indispensable, donc on ouvre aussi les portes. Et là, lui, il va construire son projet avec des solutions techniques, avec éventuellement déjà une approche financière. Et là, il va revenir vers nous et il va nous demander ce qu'on appelle une étude détaillée. L'étude détaillée, c'est quoi? C'est le go, en quelque sorte, du projet. Cette étude, elle va définir, avec un engagement ferme de la part de GRDF, le coût de raccordement et les conditions de raccordement. Et surtout, elle va inscrire le projet à ce qu'on appelle le registre des capacités, c'est-à-dire qu'on va bloquer son projet, on va lui réserver les capacités d'injection, on va définir le coût, et ça sera figé. Et il a 3 ans pour construire son projet. D'accord. Donc pour lui, cette étude-là, elle est indispensable, notamment vis-à-vis des banques, parce que les banques aussi vont regarder ses conditions d'injection. Le coût, les capacités d'injection, c'est un critère discriminant sur la rentabilité du projet. Donc c'est un document indispensable, ça c'est contractuel, c'est payé, mais c'est payant, pardon. Mais il faut savoir que c'est aidé, la plupart du temps, cette étude-là, elle est aidée par les pouvoirs publics, par les régions, etc., pour le développement de projets de méthanisation. Et là, en quelque sorte, c'est le go. Ok. C'est le go avant la suite. La suite, le choix des fournisseurs et le financement. Voilà, c'est exactement ça. On arrive sur cette partie-là. Je sais que vous êtes aussi assez, j'allais dire, dans le coup en termes d'innovation, recherche. Oui. J'ai cru comprendre que sur le stand, il y avait un spécialiste là-dessus, donc je m'en vais le rejoindre. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Allez. Alors, on est sur le stand de GRDF, on a vu un petit peu comment les agriculteurs pouvaient faire de la méthanisation. Je suis avec Hugues Maïno, bonjour. Bonjour Thierry. Tu es responsable recherche et développement, c'est ça, chez GRDF? Exactement, développement, innovation. Innovation. On a vu que les GRDF travaillaient avec les agriculteurs. Comment vous les accompagnez au quotidien pour avancer dans la méta? On les accompagne autour de leurs idées de méthanisation. En fait, beaucoup d'agriculteurs cherchent des idées pour soit améliorer leur exploitation agricole en termes de transition énergétique, soit faire un complément de revenus. On les accompagne sur la méthanisation. C'est un sujet assez complexe, techniquement, administrativement. Et donc, du début à la fin, on est avec eux, en partenaire, pour les aider à construire leur installation. D'accord. On a vu qu'avant, on était plutôt en cogénération, on est arrivé beaucoup en injection, pour une question de rentabilité. Ça, c'est votre rôle aussi, d'accompagner les agriculteurs dans ces sujets-là? Notre rôle, avant tout, il est, en termes d'ambition stratégique d'entreprise, de remplacer le gaz naturel fossile par du gaz naturel biologique, donc du gaz vert. Tu vois. Gaz vert. Et donc ce gaz vert, il existait, c'est vrai, au départ pour faire de l'électricité, par la cogénération. Et il existait aussi de façon assez spontanée par la création naturelle de la dégradation de la biomasse. Oui. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut améliorer ce process de dégradation naturelle? Et donc on a complété les installations de cogénération qui sont passées de l'élec à faire du gaz par d'autres installations type méthanisation plus importantes pour faire des volumes de gaz vert importants. D'accord. Vous avez des ambitions là-dessus Ah oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on ait 20% de gaz vert renouvelable en 2030 injecté dans nos réseaux. D'accord, donc c'est une échéance assez proche. Comment vous allez faire pour faire ça? Alors aujourd'hui, on a 700 installations qui sont raccordées, qui injectent. L'idée, c'est d'accélérer la cadence et d'en faire 150 à 200 par an. Alors comment faire? Ça joue entre le lobbying d'un côté, parce qu'il faut que les politiques, les territoires, les maires, les départements soient intéressés par l'idée de devenir plus autonomes en termes d'énergie. Parce qu'en fait, là-dessus, il est bien question de dépendance énergétique. Ça permet à la France de pouvoir produire sa propre énergie. On a vu ce que ça pouvait causer quand il y avait des soucis récemment. Ça donne de l'autonomie au territoire et ça fait des acteurs qui créent de la richesse
locales, qu'on soit agriculteur comme installation d'entretien pour ce biométhanisation, qu'on soit technicien, qu'on soit routier parce qu'on amène du matériel ou des déchets. Ben voilà, ça crée de l'activité sur les territoires. Donc l'idée, c'est de faire un grand lobbying autour de cette offre qui est intéressante parce que durable et parce qu'elle améliore le bilan écologique français. Hein. Ouais, et ça accompagne les agriculteurs qui peuvent aussi, j'allais dire, mieux maîtriser leurs coûts et puis avoir une production supplémentaire, une corde en plus à leur arc en termes de, j'allais dire, de rentabilité aussi. Oui, alors on a un destin assez croisé parce qu'en fait on a un destin existentiel. GRDF, s'il reste avec du gaz naturel qui fait du CO2, dans 20 ans il est mort. Voilà. Et l'agriculteur, s'il ne complète pas son activité, s'il ne fait pas attention à la dimension écologique, transition énergétique de son exploitation, ça va être compliqué pour lui aussi. Donc en fait, on a des destins partagés qui vont vers cette capacité à transformer nos systèmes. Nous, on parle de révolution gazière chez nous parce qu'on passe du gaz fossile au gaz renouvelable. Ouais. Et puis chez vous, vous parlez d'évolution de vos exploitations en passant vers de la transition. Vers de la production énergétique. Voilà, vers de la production bio, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Alors, moi j'ai eu la chance de visiter récemment une exploitation qui est en partenariat avec vous, qui fait de l'injection et qui est passée à pousser le bouchon à être autosuffisant en termes d'énergie parce que la métaille, on a beau faire, mais ça consomme, j'allais dire, de l'électricité. Donc les panneaux solaires et aussi aller jusqu'au CO2, de comprimer le CO2 et de pouvoir le revendre, donc encore avoir des revenus en plus. Ça, c'est aussi la recherche et le développement que vous proposez aux agriculteurs pour les accompagner ? Oui, complètement, parce qu'en fait, on est sur un processus technique et énergétique et qui consomme forcément de l'énergie. Le point le plus important en termes de consommation d'énergie dans une méthanisation, c'est la compression des gaz avant de l'envoyer dans le filtre membranaire pour séparer le méthane du CO2. Voilà, ça consomme. Et tu sais, il y a une grande hélice au fond du bassin qui brasse le digestat. Et donc, ça, il faut veiller à faire en sorte de trouver le meilleur process en termes d'économie d'énergie. Ouais. Donc tu as du solaire, tu as de l'éolien, tu as aussi une façon, on va dire, on fait de la recherche par exemple sur comment exciter les petites bactéries par courant électrique pour qu'elles produisent plus de méthane. D'accord, donc voilà, encore des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies pour faire en sorte de continuer à réfléchir à comment produire du gaz renouvelable par la valorisation des déchets. Donc c'est la meilleure efficience possible de toutes les énergies, j'allais dire, des installations. Exactement, voilà, l'efficience. Ok, écoute, merci beaucoup Hugues pour cette présentation. On a pu voir un petit peu les choses. Si vous êtes intéressé par la méta, vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Je vais vous mettre un lien juste ici parce qu'une visite de méthanisation, c'est quand même hyper intéressant. Ça peut permettre de comprendre aussi l'intérêt pour les agriculteurs et surtout les évolutions technologiques. Donc là, avec la toiture photovoltaïque, comment on accompagne et puis qu'on devient quasiment autonome en énergie et on produit du gaz et on le revend en tant qu'agriculteur. En tout cas, c'est des sources intéressantes de revenus complémentaires. Voilà, donc si vous êtes intéressé, allez les voir. Moi, je remercie Hugues qui a pris un petit peu de temps pendant ce salon pour pouvoir m'expliquer tout ça. Et puis, à très bientôt. Merci. Allez, à ciao, salut.